Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité. En ce 3 février, l'actualité est une histoire de coups. Le coup de massue sur la tête du maire de Mbour, les coups de boutoir du coronavirus et le coup de sang de Moustapha Cissé Lo. Voici la colonne vertébrale du journal. Est-ce le début de la déchéance pour le maire de Mbour? Fallou Sylla a été condamné à 2 ans, dont 3 mois fermes en première instance. Il a perdu la partie qui l'opposait à un collectif mbourois sur une affaire de bradage d'espace public. C'était rare pour être relevé. Le dernier bilan lié au coronavirus fait état de plus de 360 morts. L'épidémie inquiète le monde chaque jour qui défile au Sénégal. Le président Macky Sall a indiqué que le pays n'a pas les moyens de ramener les étudiants de Chine. Dans la vie quotidienne, on verra toutes les répercussions économiques engendrées par l'épidémie. D'aucuns auraient pu dire que Moustapha Cissé Lo est trop soucieux de son image. Le député s'est mis en colère pour ne pas avoir reçu ses félicitations après le travail de titan qu'il aurait fait au Parlement de la CEDEAO. Il l'a dit haut et fort, mécontentement pour ce manque de gratitude à son égard. Le Togo s'achemine vers une élection présidentielle dans les prochains jours. Les ressortissants vivant parmi nous ont envie de voir leur pays sortir du formol de l'immobilisme et de la dévolution monarchique. Mais rien n'est encore gagné d'avance. Et puis l'invité de ce lundi est en l'occurrence le directeur général de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire qui vient nous parler du nouveau plan d'aménagement et de développement du territoire ainsi que toutes ses défaillances à nos cités et nos terroirs. On va le retrouver en fin de journal. Développement de celui-ci dans un instant. Le coronavirus écorne donc sérieusement le monde. Les aéroports internationaux sont en alerte maximale et ont renforcé les contrôles opérés sur les voyageurs. Mais ce à quoi l'on ne fait pas trop attention, ce sont les produits de consommation qui pourraient charrier et transporter toutes sortes de virus. Nos reporters se sont aussi intéressés aux impacts économiques causés par ce coronavirus. Voici le reportage de Kessel Nour et Augustin Manda. Comme de nombreux États dans le monde, le Sénégal tente de se prémunir contre l'épidémie du coronavirus. Des capteurs de température ont été installés dans les aéroports pour identifier les passagers potentiellement atteints. Seulement, les produits que nous importons peuvent aussi être des vecteurs. Qui plus est, le volume de ceux importés depuis la Chine est important, plus de 10%. Pour autant, les autorités ne sont pas inquiètes. Je pense qu'il est un peu prématuré, peut-être de penser à une interdiction de certains biens provenant de la Chine, mais les règles permettent par exemple d'interdire l'importation d'un produit lorsqu'il y a des cas de maladie qui sévit dans un pays et je me rappelle en 2005 nous avions pris véritablement un arrêté interministériel lorsqu'il y a la grippe aviaire d'interdire nos importations de produits avicoles. D'après l'OMS, la menace que représente le coronavirus à l'international est élevée. Les mesures de restriction ne sont donc pas à écarter. Si elles venaient à être appliquées, les conséquences pour le Sénégal seraient peu appréciables. Si on enlève 10% des importations d'un pays, c'est qu'on enlève 10% d'une satisfaction d'une demande des populations. C'est-à-dire qu'il y aura 10%
de besoins qui ne seront pas satisfaits. Si vous voyez les types de produits qui sont importés de la Chine, c'est des produits bon marché, accessibles, parce que nous sommes un pays avec une classe moyenne assez encore faible, où les revenus n'ont pas atteint encore des niveaux élevés, même si la qualité est inférieure. Mais sûrement, ce virus qui se propage en Chine va impacter les importations venant de la Chine, mais aussi ça va diminuer drastiquement ce qu'on appelle la demande intérieure. Les autres produits de substitution qui sont là pourront pas être atteints par le niveau de revenus des ménages. Ça va encore amener de l'inflation et ça va impacter le pouvoir d'achat des ménages. À noter que certains États occidentaux comme l'Allemagne et les États-Unis ont, eux, déjà pris la décision de restreindre leurs échanges avec la Chine. Et sur ce sujet, toujours selon le président de la République, il a dit ce matin, le Sénégal n'a pas les moyens de rapatrier les Sénégalais de Wuhan. Il faudrait donc pour cela des moyens colossaux et conséquents. On va écouter donc la fin de non-recevoir du président de la République. La question du rapatriement a été posée, elle n'est pas simple. Je voudrais dire que nous travaillons aussi avec les autorités chinoises pour voir toute possibilité, en tout cas, de pouvoir les suivre de façon convenable. Pour l'instant, nous en sommes là. Même les grands pays qui ont pu faire des rapatriements l'ont fait avec beaucoup de difficultés. Et cela demande et requiert une logistique tout à fait hors de portée du Sénégal, puisqu'il faut des avions spéciaux qui puissent aller sur place, il faut du personnel, qui ne sont pas des compagnies aériennes, peut-être du personnel militaire, il faut énormément de conditions. Et lorsque ces personnes reviennent aussi, il faut pouvoir les mettre en quarantaine dans un lieu qui est donc équipé en conséquence, ce qui n'est pas le cas pour le moment de notre pays. Mais pour autant, nous ne pouvons pas délaisser nos compatriotes. Je peux vous donner l'assurance que nous faisons tout ce qui est à notre possible. Le chef de l'État qui a toujours annoncé la mise sur pied d'une commission, on va voir les images pour l'exploitation des rapports de la Cour des comptes, annonce faite ce matin par donc le président à la cérémonie de levée des couleurs organisée chaque mois au Palais de la République. Vendredi déjà, le président de la République recevait les rapports 2015, 2016 et 2017 de la Cour des comptes. Sur le même sujet, Moustapha Cissé Lo a parlé. On va écouter son ressenti. Il a dit des choses là-dessus. On ne peut pas dire que tout est rose. Vous avez vu, il y a des rapports qui ont épinglé des directeurs. Ces directeurs doivent rendre compte, quoi qu'il advienne. Moi, j'ai commandité 2 audits. L'autre audit, ce n'était pas moi, c'est les chefs d'État qui ont commandité une audit de notre institution, le Parlement, et des conclusions ont été rendues en 2018. En 2018, il y avait les conclusions de cet audit. Il y a une seconde audit externe qui avait été lancée par moi-même et le bureau, et il y a des conclusions. Mais nous avons été partout félicités de la bonne gouvernance. C'est ça la bonne gouvernance, qui est sobre, vertueuse. On ne peut pas aujourd'hui dire que Moustapha Cissé Lo a pris $1. D'autres, on dit qu'ils ont pris 200 millions, 150 millions au Sénégal. Et ils ne veulent pas qu'on parle de ça. Il faut parler de ça. Et les autres institutions, il faut que ces institutions rendent compte. Quand on gère l'argent public, on doit rendre compte. C'est ça la vérité. Voilà donc le style direct de Moustapha Cissé Lo qui ne se dément pas. Le président sortant du Parlement de la CEDEAO n'a donc pas apprécié de ne pas recevoir les congratulations de Moustapha Niasse. Ce jour, les députés ont désigné ceux qui doivent les représenter au Parlement de la communauté. Ils sont 6, dont 2 femmes, qui devraient travailler dans la continuité. Voici le reportage à ce sujet d'Abdourahmane Ly et de Moussa Fall.
Après un retard de plusieurs minutes dû à un processus d'avant-scrutin qui avait quelques couacs selon le président de l'Assemblée nationale, vient le moment tant attendu, le vote. Les députés se présentent devant l'urne pour choisir le représentant devant siéger au Parlement de la CEDEAO. Après cela, place au dépouillement. L'attente est dissipée et les désormais parlementaires sénégalais de la CEDEAO sont connus. Il s'agit de Waré Sarr, Aimé Assine, Ibrahima Sall, Adama Sall, Abdoulaye Wilane et Souleymane Ndoye. Pour ce dernier qui a fait partie de la précédente législature, cette cinquième ne sera qu'une continuité des nombreuses missions qui leur sont assignées. Parmi celles-ci, la libre circulation des personnes et de leurs biens. Il reste quand même un combat phare que les parlementaires ont toujours mené, surtout avec la 4e législature. Nous continuerons à travailler vraiment dans cette voie et surtout avec la feuille de route que tracera le Parlement nouvellement installé à partir de la lettre de cadrage des chefs d'État. Un travail à poursuivre confirmé par le président sortant. Par ailleurs, Moustapha Cissé Lo, vert de rage, dénonce ce qu'il dit être de l'ingratitude suite au travail qu'il a abattu à la tête du Parlement de la CEDEAO. Un travail qu'il qualifie d'exceptionnel. J'ai abattu un travail énorme. Aujourd'hui, je pense avant le vote, le président de l'Assemblée nationale devrait lancer quelques mots de remerciement à l'endroit de l'équipe qui a représenté le Sénégal et qui a gagné une coupe. Parce que nous avons fait mieux que ceux qui nous ont précédés. Nous avons fait 10 fois plus que les 3 dernières législatures. C'est tout à l'honneur du Sénégal. Mais pourquoi cette jalousie et cette méchanceté de ne pas prononcer un mot sur les députés qui ont répondu favorablement à l'attente du président de la République et de la communauté sénégalaise et de l'Afrique de l'Ouest? Je pense qu'il faut arrêter cela. Ce n'est pas bon. Nous avons fait du bon travail pour le Sénégal. Nous avons représenté dignement le Sénégal. Il fallait en dire un mot. Un fait dû à des problèmes internes, nous apprend-il. En attendant qu'ils soient réglés, ces nouveaux députés de la CEDEAO se disent prêts à poursuivre le travail abattu par leurs prédécesseurs et participer au développement de cette région de l'Afrique. Des députés élus pour un mandat de 4 ans. Voilà, autre bisbille dans cette actualité, le maire de Mbour condamné à 3 mois de prison, Fallou Sylla, a été jugé par le tribunal de grande instance à une peine de 2 ans avec sursis, dont 3 mois ferme. Le maire est aussi condamné à payer une amende de 2 millions. Il a été traîné à la barre par la plateforme Mbour Justice qui l'accusait d'avoir bradé la place publique pour en faire un centre commercial. Le président du conseil départemental de Mbour, toujours à fustiger les escarmouches entre des tendances opposées dans le même parti, c'est l'APR. Les tensions ont eu lieu en marge du Cleaning Day de ce samedi. C'est un message désastreux que ces responsables politiques ont envoyé au reste du pays. On va écouter Saliou Samb quand il a été interrogé par notre correspondant permanent là-bas à l'UNCAN. J'aime pas le mot du camp de Youm. Il se trouve que Abdoulaye Sarr, c'est le DAGE du ministère. Donc avant d'être le DAGE du ministère des infrastructures de Omar Youm, c'est d'abord un citoyen et un jeune qui habite à Mbour. Cheikh Issa aussi, c'est un citoyen et un habitant de Mbour. Moi, je ne peux pas rentrer dans ces détails-là. Je ne connais pas les tenants et les aboutissants de ce qui s'est passé, mais tout ce que je dis, c'est que je trouve que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que Mbour, que ce soit Alpha, Mbour est assez large. Et ce que j'ai compris aussi, c'est que d'après mes renseignements, Abdoulaye, qui est dans son quartier, avait aussi une autorisation. Je ne comprends pas, pourquoi les autres sont venus là-bas pour essayer de l'agresser et de l'empêcher de faire son clean day. Je veux dire, ça ternit leur image à eux. Mais l'image du président Macky Sall n'est pas liée à eux. Le président Macky Sall, ce qu'il est en train de faire, il le fait. Mais si nous ne sommes pas assez responsables, nous ne sommes pas assez, nous ne sommes pas assez conscients de la chose, nous ne pouvons pas ternir l'image de son excellence, le président Macky Sall. Il travaille. Et il surfe sur ses réalisations. Maintenant, celui qui fera ce qui n'est pas normal, c'est toi-même qui est en train de salir ta propre réputation.
Une situation qui s'emberlificote également à la radiodiffusion sénégalaise où les agents ne sont pas satisfaits de la gestion du DRH, le directeur des ressources humaines. Arborant des brassards rouges, les travailleurs ont fixé un ultimatum de 72 heures pour trouver une issue rapidement à la crise. S'ils n'ont pas satisfaction, ils pourraient franchir un nouveau palier dans leur lutte. Voici le sujet à cet effet de Boubacar Dian et Sidignan. Après une semaine de mouvement à la maison mère, la radio-télévision sénégalaise connaît une accalmie, une trêve observée par la direction générale et les travailleurs pour trouver une solution. Suite aux activités que nous menions depuis la semaine dernière, pour l'instant nous sommes en accalmie, soi-disant pour permettre à la direction générale de prendre une décision. Parce qu'après la rencontre avec cette dernière, le DG a dit que tout problème a une solution. Nous sommes dans l'attente pour l'instant. En attendant la décision de la direction générale, les agents espèrent avoir gain de cause dans leur lutte. On pense avoir un résultat favorable parce que c'est un mouvement qui s'est levé spontanément pour défendre une cause qui est noble. C'est un combat de principe. Et tout simplement un combat de principe. Si aucune solution n'est trouvée, ces travailleurs de la radio-télévision sénégalaise comptent dérouler la suite de leur plan d'action. Joint au téléphone, le directeur des ressources humaines qui est mis en cause déclare qu'il ne peut se prononcer sur le mouvement d'humeur car étant en réunion pour essayer de trouver une solution. Le secrétaire général du syndicat des journalistes section RTS a voulu également se montrer solidaire avec les confrères de l'agence de presse sénégalaise dont certains auraient été victimes de licenciement ou de suspension. Si cela s'avère, c'est simplement inconcevable à l'échelle de Moustapha Cissé que nous allons réécouter. Ce qui se passe actuellement est extraordinaire et inacceptable. Vous avez vu ce qui s'est passé. Nous ne sommes pas dans une république bananière où les gens prennent des mesures impopulaires qui visent à humilier les agents. Et puis, même vous voyez, hiérarchiquement parlant, la dame là est plus gradée que là où on veut la muter. Donc, juridiquement, et ce n'est de tout bord, ce n'est pas normal. Et les agents se lèveront, tous unis. Même les agents du soleil vont venir. Tout le service public va s'unir pour comme un seul homme pour combattre ça. Et puis la présidentielle togolaise qui a lieu ce mois-ci suscite déjà beaucoup de passion et d'incertitude. Les ressortissants établis chez nous prônent le changement et la transmission du pouvoir en d'autres mains après plus de 40 ans de règne sans partage d'une seule et même famille. Ndeye Mariem Gueye et Barasso ont réfléchi à ce sujet. L'élection présidentielle togolaise prévue le 22 février 2020 suscite beaucoup d'intérêt pour la population. Cela ne laisse pas indifférents les Togolais vivant au Sénégal. Ici, à la SICAP Liberté 3, le débat est houleux entre compatriotes. Anselme Ondegou oppose un niet catégorique. Pas de réélection pour le président sortant, Faure Eyadema. On aurait aimé que ce soit l'opposition qui passe pour avoir un changement. Parce que ça fait des années qu'on a la même famille. Que toute une génération connaît qu'une seule famille, donc on aurait aimé que ça change. C'est pas une cour royale, quoi. Voilà, c'est tout. Avis partagé par son ami Alex Sosa, prône un changement immédiat. Vraiment, pour moi, je vois bien qu'il y ait un changement, parce que déjà ils ont duré au pouvoir, et c'est toujours la même famille qui est là. Donc, si c'était seulement moi, j'aimerais bien qu'un opposant prendre ses responsabilités et essaye de les concurrencer jusqu'à prendre le pouvoir. Même s'il doit faire une coalition. J'ai toujours entendu parler de Gilles Christ Olympio. Donc pourquoi pas lui? Parce que déjà lui, il a duré dans l'opposition, il connaît un peu les rouages de la politique. Donc pourquoi pas lui? Parmi les 10 postulants, seuls 7 ont été retenus par le Conseil constitutionnel, dont le président sortant, qui va briguer un 3e mandat après 27 ans de règne de son défunt père, Gnassingbé Eyadema.
Et avant de recevoir notre invité, nous parlons du semi-marathon de la Somone, 25e édition. Il avait lieu ce week-end sur les pistes de la réserve naturelle. La course a été organisée par ce qu'on appelle les Caïmans de Dakar. Ce sont des épreuves sur 10 km et sur 21 km. Les promoteurs ont noté la participation de 100 athlètes. Alun Khan était sur place. Ce semi-marathon a procuré une grande joie au patron de FH. Fierté et bravo à Michel et à l'organisation parce que ça fait 20 ans que nous accompagnons ce semi-marathon de la Somone et tous les ans il est de plus en plus beau, il est de plus en plus agréable à faire, même s'il fait chaud, même si aujourd'hui malgré le soleil et le ciel bleu, la température était élevée, mais moi ce que je félicite c'est tous les jeunes qui sont venus, tous ceux qui habitent à la Somone et l'organisation dans le parc. Vraiment, il faudrait faire ça tous les 6 mois. Le vainqueur également affiche sa satisfaction et met l'accent sur l'importance de cette compétition. C'est ma 4e participation à cet événement sportif. J'en suis très ravi et c'est une initiative merveilleuse. Ce grand événement sportif a enregistré la présence des responsables de la réserve naturelle d'intérêt communautaire de la Somone. Donc aujourd'hui, on a vu que ça prend de plus en plus d'ampleur, que des participants viennent d'un peu partout, non seulement à travers le Sénégal, je dirais même à travers le monde. Donc parce qu'aujourd'hui, on a reçu plus de 1000 participants, donc qui sont venus d'ici et d'ailleurs. Et par cette occasion, ça permet à la Somone d'être connue sur le plan écotouristique. Donc effectuer un événement aussi grande envergure donc permet davantage aux uns et aux autres de découvrir la réserve ainsi que ses ressources d'une manière générale. Cette 25e édition du semi-marathon de la Somone, qui a vu la participation de 1200 sportifs, s'est résumée en 2 épreuves de 10 km et de 21 km. Voilà, ce lundi, nous recevons M. Mamadou Digo, c'est le président de l'ANAT, l'Agence nationale de l'aménagement, directeur général de l'ANAT, donc l'Agence nationale de l'aménagement du territoire. Et cela dans un contexte de nouveaux plans d'aménagement et de développement du territoire, donc validé à l'issue d'un conseil présidentiel. Merci donc, M. Digo, d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité et puis je profite de l'occasion pour saluer vos téléspectateurs. La première question, quels sont les objectifs de ce nouveau plan d'aménagement et de développement du territoire? Les objectifs, en fait, peut être résumés en 2. Le premier objectif principal, en fait, il s'agit de bien structurer l'espace sénégalais. Le deuxième objectif qui l'accompagne, en fait, c'est la valorisation durable et intelligente de toutes les ressources de notre pays. Oui, et est-ce qu'on peut savoir comment ce plan a été réalisé? Voilà. Si on me permettait de changer le nom, j'allais dire que c'est un plan de Macky Sall, en fait, en réalité, parce que avant d'être président de la République, il avait eu à parcourir le pays, à faire toutes les régions du pays, tous les départements, toutes les communes, les villes et les villages, les forêts, les marchés du pays, les écoles, les universités, les zones frontalières, les côtes, les fleuves et tout ça. Et il avait constaté qu'il y avait beaucoup de défaillances. C'est la raison pour laquelle, lors du conseil présidentiel sur les inondations en 2012, il avait demandé à refaire un nouveau plan. Parce que le Sénégal disposait quand même d'un plan national d'aménagement du territoire qui avait une horizon de 2021, mais malheureusement qui n'était pas suffisamment mis en œuvre. Alors que ce plan avait demandé des efforts, avait demandé beaucoup de travaux. Son élaboration avait duré 20 ans.
Mais malheureusement en 1997, quand il avait été validé, 3 ans après, il y a eu 2 changements de régime. Et les outils qui devaient l'accompagner n'avaient pas vu le jour. Du coup, lui, quand il est arrivé en 2012, il avait compris qu'il fallait un nouveau plan d'aménagement du territoire. Mais il avait demandé à ce que ce plan soit adossé au développement territorial pour répondre aux aspirations des Sénégalais. Et nous, ce qu'on a eu à faire par rapport à ce plan, c'était aussi d'écrire à la lettre ce qu'il voulait par rapport à ce plan. C'est ça, oui, on ne va pas vous couper, mais l'aménagement du territoire, c'est un sujet bien technique, on en convient, mais il peut s'agir de ce qui suit, c'est-à-dire la gestion optimale et habile de l'espace public. De l'espace, exactement. Voilà. Oui. Est-ce que c'est ça? Vous pouvez nous redéfinir? Voilà, c'est exactement, parce qu'en fait, lui, quand il a été élu président de la République, il avait constaté des défaillances que je disais tantôt dans plusieurs domaines. On avait constaté que beaucoup de Sénégalais habitaient dans des zones inondables, c'est-à-dire dans des zones à risque. Il avait constaté aussi que quand on construit des routes, des infrastructures, on paye beaucoup d'impôts en réalité. Il avait constaté aussi que toutes nos régions, à savoir les 14 régions qu'on avait, il n'y avait que 2 seules qui étaient attractives en fait. Tout le reste était entre guillemets répulsif, du fait que ces régions avaient ce qu'on appelle le solde migratoire négatif en fait. C'est ça, les 2 territoires, c'est lesquels? Oui, les 2 territoires qui étaient attractifs en fait, c'était la région de Dakar, du fait de la capitale, et la région de Diourbel, du fait de Touba. Par contre, quasiment toutes les autres régions avaient un solde migratoire en fait qui était négatif. Les entrées, les sorties étaient supérieures aux entrées, ce qui fait qu'il avait compris que c'est un système qui ne marchait pas. Il fallait aussi refaire ça. Il fallait aussi anticiper parce que il fait partie des rares personnes aussi qui avaient compris que nous avons une croissance démographique exponentielle. D'ici 2035, il y aura 10 millions de Sénégalais qui vont se rajouter aux 16 millions de Sénégalais que nous sommes. Cela veut dire qu'en 2035, nous serons à peu près 25-26 millions d'habitants. Et ces nouveaux Sénégalais qui vont venir vont demander à être bien logés, à être bien nourris, vont demander à être en fait mis dans des conditions d'habitat, un peu de tout en fait. Ce qui fait qu'il fallait un nouveau plan qui tient compte de tout cela. Le plan national d'aménagement et de développement territorial a un horizon de 2035. Et ce qui fait que toutes ces préoccupations ont été tenues en compte. En fait. C'est ça, le temps file vite, mais il y a une question que les Sénégalais se posent. Comment se fait-il qu'à Dakar, par exemple, et c'est même partout valable, au Sénégal, qu'on habite dans des zones non édificantes, c'est-à-dire où il y a des inondations, dans des marigots, etc. Ouais, moi, je dirais habite dans des zones non constructibles ou des fois des zones comment dirais-je, impropres à l'habitat. L'édificandi et non édificandi, en fait, j'ai l'habitude de ne pas le dire parce que ça ne fait plus partie du dictionnaire de l'aménagement du territoire. Maintenant, vous savez, soit on organise, on propose, on se projette sur ce que nous voulons, soit on n'organise pas. C'est de laisser aller. C'est ce qui s'est passé en réalité en fait. On a laissé les populations habiter dans des zones identifiées comme zones à risque dans le premier plan, du fait que le premier plan en fait manquait d'outils. Et ces outils que manquait le premier plan, c'était une loi d'organisation spatiale qui devait accompagner le plan pour que ce plan soit opposable aux tiers. Et le deuxième outil, c'était l'Observatoire national des territoires pour le suivi, l'évaluation, et les prises de décision en fait. Maintenant, pour le nouveau plan, nous avons tenu compte de tous ces aspects parce qu'il ne fallait pas se louper. La vision du président était claire et nette, était tournée vers la prospective, était tournée vers une organisation systémique de l'espace, était tournée vers un futur où l'espace ne s'agrandit pas, mais la population croît tous les jours. Ouais. Ce qui fait qu'il fallait anticiper sur un certain nombre de choses
Et nous avons voulu faire cela. C'est la raison pour laquelle, en fait, moi, je ne me félicite pas. C'est le président de la République que je félicite et le ministre Omar Gueye qui s'est tout donné pour que ce plan soit validé. Oui, c'est ça. Mais ce n'est pas encore gagné d'avance parce que le Sénégal, c'est le champion des plans et de beaucoup d'études, etc. Est-ce que vous n'allez pas, après, jeter tout cela dans les tiroirs et non, puis... non, je ne le crois pas. C'est la première fois qu'un plan national d'aménagement du territoire et de développement territorial soit validé en conseil présidentiel. Et nous avons élaboré des outils qui vont accompagner ce plan. Une loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable des territoires. Il y a aussi ce qu'on appelle les zones d'aménagement différées qui vont nous aider à éviter ce qu'on appelle les délits d'initiés, qui vont nous aider aussi avec le visa de la localisation, avec tout un arsenal d'outils que nous avons développé pour nous aider à ce que voilà, ces impairs ne soient plus en fait à l'ordre du jour. C'est ça, oui. Le temps est terminé. Il y a l'actualité de la Cour des comptes. Vous êtes le directeur général de l'ANAT. Il semble que vous avez été cité dans ces rapports. Non, je ne suis pas cité. On parle d'un détournement au niveau de l'ANAT. Je précise que c'est antérieur à ma gestion en réalité. Parce que moi, je me suis dit que je n'ai pas le droit à l'erreur, je n'ai pas le droit de faire des erreurs dans ma gestion. Voilà. Vous êtes blanc comme neige. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Le directeur général, nous aurons d'autres fenêtres pour parler d'aménagement du territoire. Ce journal est terminé. La météo dans un court instant, les inspirations du professeur et puis l'appel des arènes avec Gagne Diagne et Malik Tchandoum ce soir. Donc, bonsoir et à demain.